C'est parti pour une nouvelle aventure Bossolo Économie pour ce soir, mesdames et messieurs, dans vos murs. Merci de nous capter, merci de votre fidélité, merci de votre confiance à votre magazine d'échange citoyen sur l'activité économique au pays de Lumumba. Nous sommes très fiers parce que vous êtes si nombreux à travers le monde. Vous nous suivez sur YouTube à travers la chaîne YouTube Bossolo na Politique et sur Bossolo Télévision, Easy TV ainsi que TNT. Merci beaucoup de votre confiance. Bossolo Économie, pour ce soir, nous allons parler d'une thématique vraiment chiffrée. Et là, nous allons nous intéresser aux finances publiques, notamment avec la mobilisation des recettes. Vous le savez, la DGDA a mobilisé pour le mois de juillet 329 milliards de francs congolais comme prévision des assignations mensuelles du mois de juillet 2022, qui était plutôt arrêté dans la loi des finances à 403 milliards de francs congolais, ce qui fait un taux de 82% d'assignation, alors que le mois de juillet 2022, les trois régies financières, DGI, DGDA, DGRAD, ont mobilisé les recettes qui s'élèvent à 1,1 milliard 701 millions de francs congolais, ce qui fait un taux de 117% par rapport aux assignations de mois évaluées à 1,458 milliard de francs congolais qui étaient prévus dans la loi budgétaire. De janvier à juillet 2022, toutes les régies financières cumulées, toutes les recettes cumulées sont évaluées à 11,419 milliards de francs congolais, ce qui représente 113% des taux par rapport aux prévisions de la période fixée à 8,605 milliards de francs congolais, soit 77% par rapport aux prévisions annuelles fixées par le Parlement congolais. Comment est-ce que la RDC parvient à faire ces réalisations et pourquoi le peuple congolais ne parvient pas à se retrouver dans ces réalisations? Nous en parlons dans cette émission avec Maître Claude Ngoma, licencié en droit économique et puis cadre des Nouvel Élan. Maître Claude, bonsoir. Bonsoir mon frère Jean Désiré, également bonsoir à toute l'équipe technique qui est branchée derrière les caméras, à nos fidèles téléspectateurs également de l'RDC, compétentes sur les antennes de Bossolo Économie. Habitué de Bossolo Télévision, Bossolo na Politique, aujourd'hui dans Bossolo Économie pour la première fois. Vraiment, c'est pour la première fois, donc voilà, vous m'avez fait honneur cette fois-là de venir interagir sur votre plateau et parler économie, parce que vous devez savoir que l'économie, c'est une notion transversale. Et donc, ça touche pratiquement tous les secteurs de la vie nationale. Vous ne pouvez pas parler ou prévoir sans que vous parlez de l'économie. Si vous voulez faire des projections dans l'armée, la santé, l'agriculture, la maçonnerie, tout ça dans les grands travaux, du coup, vous devez avoir une assiette fiscale costaud et qui va vous donner des moyens pour que vous puissiez par les chiffres et mettre les chiffres pour que votre projet soit réalisé. Merci, mesdames et messieurs, on en parle tout à l'heure. À vous également, bienvenue dans cette émission. Je l'ai dit tantôt, la DGDA a mobilisé les recettes de 329 milliards de francs congolais, soit 82% des assignations mensuelles du mois de juillet. Et toutes les régies financières, DGI, DGDA, DGRAD, ont mobilisé 1,701 milliard de francs congolais pour le mois de juillet. Et alors, de janvier jusqu'à juillet, toutes les régies financières, toutes les recettes cumulées sont arrivées jusqu'à 11,419 millions de francs congolais, ce qui présente un taux de 113% réalisé jusqu'alors pour cette période comprise de 7 mois. Maître Ngoma, la RDC mobilise des recettes jamais connues. Comme cette émission a un caractère pédagogique, on commence d'abord par une mobilisation des recettes. Quand est-ce qu'on peut entendre parler d'une mobilisation des recettes? Très bien. Aujourd'hui, la RDC réalise plus de recettes au regard des assignations allouées à nos régies financières, ce qui est normal. Mais aussi, nous devons savoir que nos régies ont deux plages de fonctionnalité. Le premier volet, ou le premier plage, c'est ce que nous appelons le recouvrement.
Ok. Et quand nos régies ont allé au-delà de leurs assignations, c'est-à-dire que ce sont les entreprises qui ont déclaré les recettes générées par X période. Mais après, il y a maintenant une seconde étape qui vient, celle du redressement fiscal. Le redressement fiscal, c'est, en termes clairs, c'est le contrôle maintenant. Si des entreprises avaient déclaré les recettes, les chiffres déclarés par X entreprises étaient vrais, là, l'entreprise n'a pas de pénalité. Mais au cas où l'entreprise avait fourni des données, des variables qui ne tenaient pas, donc cette entreprise est allée flouer l'État. Vous voyez, il sera maintenant frappé des amendes. Et en termes fiscaux, c'est ce que nous appelons le redressement fiscal. Et dans l'exercice pratique, nous avons déjà beaucoup plus compris qu'il y a plus de recettes générées par nos régies que seulement dans la seconde période, celle du redressement fiscal. Parce que vous devez comprendre, X entreprises ou les entrepreneurs sont des commerçants. Un commerçant n'aime vraiment pas qu'il y ait de pertes. Un commerçant ne sait pas déclarer de manière claire ses recettes à lui. Vous voyez? Et X commerçants ou X entreprises qui auraient dissimulé ces recettes et qu'il sera maintenant frappé quand il viendra le tour de ce que nous appelons le redressement fiscal. Et donc, vous comprendrez avec moi, quand il s'agira de la période du redressement fiscal, nos régies vont encore générer 2 fois, 3 fois des ressources, des recettes qu'ils avaient déjà générées dans la période du recouvrement. Et donc, moi, étant que professionnel, je salue les efforts de nos régies parce qu'ils ont travaillé. Et aussi, nous devons aussi savoir que ces régies ont allé au-delà de leurs assignations parce qu'il y a un gendarme qui est quelque part au coin, qui suit l'effort de l'IGF. Je vais parler là de l'IGF. Pourquoi? Parce que l'IGF a un rôle, c'est vrai, de contrôle, mais ce contrôle permet aussi d'assainir notre finance publique. Vous voyez? Et donc, là maintenant, le travail fait en amont avec l'IGF, les retombées, ce sont les recettes générées par nos régies. Donc voilà un peu ce que je veux vous dire, que jusque-là, du janvier au juillet 2022, tout ce que nos régies ont fourni, ont généré comme recettes, ils sont allés même au-delà des assignations jusqu'à 111 ou 112%. Voyez-vous? Mais voyons maintenant entendre la période du redressement fiscal. Nous allons entrer en long et en large sur ce point-là parce que quand on réalise des recettes historiques ou des mobilisations historiques comme cela, ça nécessite quand même un questionnement qui pourra peut-être nous amener jusqu'au fond, comprendre comment est-ce qu'ils sont parvenus à les faire et quelles sont les retombées sur le terrain. Nous allons en parler avec vous. Alors, les gens peuvent se poser la question, pourquoi l'État mobilise les recettes? Non, d'abord... Ce sont des questions un peu banales qui se passent dans les têtes des Congolais. D'abord, il faut comprendre, l'État, dans sa mission régalienne, il a besoin de financement. Et que l'État, comme il a besoin de financement pour pouvoir financer ses projets régaliens et autres, il a besoin de ressources. Or, ces ressources, raison pour laquelle l'État met en place des structures de contrôle, des structures de recouvrement, raison pour laquelle nous avons dans notre pays les régies, la DGI, DGDA et autres. Voyez-vous? Et donc, ce sont là des instruments que l'État possède pour que l'État puisse avoir le moyen pour financer et mener à bon ses prérogatives étant que l'État. Parce qu'un État ne se construit que sur base d'une économie forte. Si vous n'avez pas une économie forte, vous ne serez pas un État fort. C'est comme ça. En fait, pour être plus clair, c'est que l'État met en place des structures devant l'aider à recouvrir le moyen, le financement. Mais l'État lui-même aussi a l'obligation de procéder par des réformes. Des réformes, pourquoi? Parce que l'État doit assainir son finance publique. Les finances publiques doivent être assainies. Si les finances publiques ne sont pas assainies, plutôt, l'État va tourner en rond. Du coup,
nous aurons quoi? Il y aura ce que nous appelons, il n'y aura pas de transparence dans la gestion et la traçabilité même de nos finances publiques. Voyez-vous, raison pour laquelle nous, Nouvelle-Lan, nous ne gérons qu'autour des réformes socio-économiques. Pourquoi les réformes socio-économiques? Ce sont des réformes économiques qui auront de l'impact sur le social de nos concitoyens. Voyez-vous? Et alors, l'État a suffisamment besoin de moyens. Parce que l'État, je prends l'exemple de la RDC, ce n'est pas un pays à construire et à développer. La RDC, c'est un pays à construire parce que nous n'avons pas des infrastructures. Voyez-vous? Et si la RDC aujourd'hui possède de bonnes économies, il a des bonnes économies, eh bien vous verrez que si une fois la RDC se lance dans dans le chantier, dans les grands travaux, tout ça, vous verrez que les travaux, les chantiers vont évoluer plus rapide parce qu'il y a des moyens. Et donc un État sans économie, c'est un État mort. Un pays sans économie, c'est un pays qui ne sera pas respecté par le monde entier, et voire même dans la sous-région. L'État a des ressources principales sur lesquelles il tire ses intérêts ou où il a beaucoup plus, sur lesquels il compte beaucoup plus, notamment les impôts, il y a les ressources fiscales et les ressources non fiscales. Oui. Et les ressources administratives aussi. Et les ressources administratives, oui. Vous l'avez dit bien sûr. En RDC, il y a plusieurs ressources qui constituent une assiette fiscale pour le Congo. Et par moment, nous migrons vers une surtaxation sur les marchés, sur le plan économique, ainsi de suite, où plusieurs opérateurs économiques se plaignent d'une asphyxie sur le plan économique parce qu'il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup d'impôts qui les frappent, mais on ne voyait pas de recettes claires. Qu'est-ce qui faisait qu'on ne parvenait pas à réaliser des recettes jusqu'à ce niveau? Non, il faut d'abord savoir que, c'est vrai, la RDC a des ressources. Hein. Je dois modifier, je parlais des ressources administratives, je devais parler des recettes administratives, pas des ressources administratives. Donc ça, c'était une correction. Et ici, l'on doit comprendre que la RDC a des ressources. La RDC a des ressources minières, pétrolières, forestières. Voyez-vous, tout ça, ce sont des ressources, donc ce sont des ressources que possède la RDC. Mais maintenant, la RDC, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rendre ces ressources, il doit transformer ces ressources en richesse réelle. Okay. Vous voyez, c'est deux étapes. Nous en possédons de manière sauvage, mais maintenant, il faut les retravailler, il faut donner une valeur ajoutée à cela pour que ça soit des richesses réellement. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, moi, je l'ai toujours dit dans plusieurs plateaux. D'abord, ce qui pose problème ici, c'est quelle économie, quel modèle d'économie que possède la RDC. Nous avons quel modèle? Quel modèle économique que nous avons? Vous voyez? Parce que nous avons des ressources, mais notre économie est à 90% essentiellement tournée vers le minerai. En lieu et place que nous puissions diversifier cette économie. Voyez-vous? Donc, là, je parle de la diversification de l'économie. C'est-à-dire, au lieu que l'État puisse avoir seulement les yeux braqués sur nos minéraux coltants, or et autres diamants, non. Nous négligeons même le tourisme. Nous sommes un pays à vocation touristique. Ça peut aussi nous générer beaucoup de recettes dans ce secteur. Et aujourd'hui, nous parlons de blocs pétroliers et de blocs gaziers. Félicitations au gouvernement pour la toute première fois. Voilà, ils ont émis 30 offres de blocs pétroliers, dont 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Vous voyez, ça aussi, ça aura une forte incidence économique sur l'assiette fiscale. Vous voyez? Donc, c'est cette diversification de l'économie que nous souhaitons. Mais ici, il y a un grand problème. Par manque de réformes, comment voulez-vous
que nous puissions émerger. Par manque de réformes, tout ce que nous mobilisons aujourd'hui, mon cher ami, ce sont des cacahuètes. Tout ce que nos régimes mobilisent aujourd'hui, plus d'1 milliard et plus de 3 milliards de dollars. Mais ce sont des cacahuètes. Si nous mettons du sérieux sur ce que nous travaillons, si nous procédons par des réformes économiques, mais attends, nous allons réaliser plus. Nous allons réaliser plus, mon cher ami. Parce que, qui dit économie, si vous voulez avoir une bonne économie, vous devez avoir une bonne gouvernance assise sur la transparence. Donc, quand je dis ici, c'est l'élément clé, transparence. Tout ce que l'État doit faire, tout ce que X ministre ou mandataire doit faire, doit être traçabilisé. Mais malheureusement, aujourd'hui, le régime en place n'a pas mené des réformes de fond. Ici, quand je parle des réformes, je ne parle pas des réformes... ici, je parle des réformes, ce que nous appelons organiques. Oui, nous parlons des réformes organiques. Ces réformes feront en sorte que l'État puisse avoir comment nous appelons ça, la base matérielle assez costaud et que l'assiette fiscale de l'État sera à même très forte et que l'État aura de quoi à prélever comme taxe cette fois-là pour se taper une santé financière capable de financer ses besoins régaliens. Donc c'est ça un peu le grand problème ici. Donc sans que nous possédons par des réformes, mon cher ami, aujourd'hui je vais vous dire, il y a beaucoup d'argent qui échappe à l'État. Beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que le finance publique pose problème. Voyez-vous? Quel est le problème? Le problème, c'est quoi? Nos régies doivent avoir des receveurs partout où il y a transaction. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons jamais accepter, moi, Claude Ngoma, je ne peux jamais accepter que l'argent de la République puisse se passer entre les mains des individus. Non. Nous avons aujourd'hui l'électronique avec nous. Nous avons aujourd'hui l'électronique avec nous. Kasumbalesa, qui est un comptable public, comment à Kasumbalesa. Une fois qu'il y a une redevance qui est payée, à la seconde, il y a incrémentation qui va se faire au niveau de Kinshasa. Ils sauront qu'à Kasumbalesa, 10h15 minutes, 22 secondes, nous avons, voilà, encaissé des dollars, par exemple. C'est ça la traçabilité. Vous voyez? Et que ces derniers, donc, c'est-à-dire le comptable public, le comptable de l'État, qui est à Kasumbalesa, lui n'aura qu'à émettre un coupon. Parce que tout sera électronique, informatisé, donc numérisé. Okay. Mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas, pour la RDC, un plan numérique économique de la RDC. Vous voyez, même dans nos soucis. À mon information, il y a un code du numérique qui est en pleine élaboration. En pleine élaboration, oui. L'Assemblée nationale, peut-être c'est ça qui freine encore. Oui, c'est ça un peu. C'est ça un peu. Parce que là, moi, je parle de ce qui se passe dans nos frontières. Mais maintenant, revenons maintenant en interne. Prenez le poste de police. Est-ce que vous savez que la police nationale, c'est aussi un service générateur de recettes? Mais malheureusement, ces recettes échappent à l'État. Toutes ces amendes qu'ils font payer. Toutes ces amendes-là. Il n'y a pas un receveur de l'État, il n'y a pas un agent de la DGRAD, il n'y a pas. Même le parquet aussi. Même le parquet, je vous dis. Même au parquet. Donc, voilà que l'État aujourd'hui est mal structuré. Voilà. Et donc, quand aujourd'hui, moi, je me sens trop mal à l'aise dans ma peau, quand certains s'en félicitent de ce qu'entre guillemets, ils appellent records, mais moi, je me dis, non, ça, ce ne sont pas des records. Peut-être un record par rapport au régime antérieur. Mais si je dois bien voir l'affaire entre mes deux yeux, je dis que nous sommes encore loin. On est encore trop loin. Vous voyez? Donc l'État doit encore s'organiser par le canal des réformes pour que cette fois-là, tout soit canalisé, mon cher ami. Tout soit canalisé. Donc, tout doit
l'État doit fonctionner à un système qui fonctionne de manière parfaite. Vous voyez, mais malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés à ces points-là. C'est mon vœu, tous, nous devons mettre la main dans la pâte pour que nous puissions aider l'État à refaire une santé économique propre à lui. Selon vous, les réformes, vous les basez beaucoup plus sur le plan numérique, qui est une réforme numérique, notamment qu'on mette en place un logiciel qui pourra permettre la traçabilité du paiement des impôts et taxes, ainsi que toute autre redevance qui vont entrer au trésor public, afin que cela puisse aller directement sans organiser une fraude fiscale ou une évasion fiscale. Oui, évasion fiscale, oui. L'évasion fiscale, tout État dans le monde lutte toujours contre les évasions fiscales. Là, c'est bien organisé entre les entreprises. Vous voyez, et ça se passe quand il y a recouvrement et autres. Même après le recouvrement, vous venez, le redressement fiscal, il y en a toujours, les malfrats ne manquent toujours pas. C'est un grand réseau. C'est un grand réseau. C'est vrai. Selon moi, la première des réformes à faire, c'est au niveau de ces logiciels qui va nous aider, qui va aider l'État à canaliser ses frais. Et le deuxième des réformes, nous devons renforcer le pouvoir de l'IGF. Nous devons renforcer le pouvoir de l'IGF, que l'IGF, qui est appelé aujourd'hui l'inspection générale de finances, qu'il change de la dénomination, qu'il devienne brigade financière. Et que l'IGF, le brigade financier qui est aujourd'hui l'IGF, soit doté des OPJ à compétences judiciaires. Vous voyez? Et là maintenant, l'IGF va fonctionner, va arriver jusqu'au bout de sa mission. Mais aujourd'hui, l'IGF n'arrive pas au bout de sa mission. Il va certes enquêter, il met des conclusions, il met le rapport, il saisit le PGR. Voyez-vous? Et quand l'affaire quitte l'inspection des finances, ça arrive au niveau des cours et tribunaux, et c'est là où maintenant il y a le main noire politique qui interfère. Et d'où toutes les énergies fournies par l'IGF est sapées par l'action des politiques. J'aimerais que ça soit comme en France, où vous avez une brigade financière. Il a l'obligation... Mais qui n'a pas de juges. Non, ils ont des OPJ, certes, mais oui, lorsqu'il faudra connaître un procès, ils seront toujours obligés d'aller vers les causes et tribunaux. Oui, mais maintenant là, ça sera comment? Les OPJ sont là. Ils vont travailler. Et ils vont monter tout un dossier. Certes, ils vont instruire. Ils vont instruire. Et après, ils vont maintenant saisir pour instruire. Et ils vont fixer maintenant l'affaire au tribunal. C'est là. Mais aujourd'hui, sans passer par le procureur ou soit. Non, il aura un procureur attaché là-bas. Okay. C'est comme ça que moi j'appelle ça brigade. Il y aura un procureur attaché. C'est vrai qu'il ne va pas siéger là-dedans, dans cette brigade, mais au moins le procureur va travailler de manière active avec la brigade. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, tout ce que fait l'IGF, oui, il fait des prouesses, mais attends, il va enquêter, il tire des conclusions. Du coup, il fait rapport. Et quand alors, ça chez arrive, les procureurs, là, il n'y aura pas de main noire. Attendez. C'est toujours les mêmes personnes que vous voyez, qui sont au parquet, qui seront partout. Oui. Là aussi, vous avez raison. Mais aussi, il y aura un grand travail à faire, surtout en amont. Celui de sensibilisation, de l'éthique. Parce qu'aujourd'hui... C'est ce que M. Gilles Alinguet est en train de faire tous les jours. Oui, il est en train de faire, mais il est seul. Il mouille le maillot. Or, cette éthique, ce travail, ne doit pas se faire au niveau du sommet. Ça doit commencer au niveau de l'école. Apprenons nos enfants l'éthique et la morale. Parce que nous, là, déjà, les majeurs, vous savez, aujourd'hui, nous tous là, les politiques et autres, on a été déjà déformés. Le mal, je m'excuse, le mal est vraiment là dans le sang. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pensez maintenant à cette génération qui monte. Vous les outillez,
sensibiliser à nos enfants de l'école primaire. Attention, ça c'est un bien de l'État, vous ne pouvez pas prendre. Ça c'est un bien de l'État, vous devez le respecter. Mais ce n'est pas ça. Je veux vous dire, aujourd'hui nous avons des ministres qui roulent avec les jeeps du travail, qui vont même à la messe avec tous ces jeeps. Mais alors non, c'est un jeep de travail. Vous ne pouvez pas envoyer les enfants à l'école avec ces jeeps. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas aller dans une fête avec ce jeep. Non. Même pas accompagner la femme au marché. Même pas accompagner la femme au marché. Parce que c'est le bien de l'État. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour vos fins privées. Non. C'est là aussi l'éthique. C'est là aussi la morale. Donc c'est un grand travail de longue haleine que tous nous devons mettre la main dans la pâte justement pour aider aussi Alinguetti dans ce sens. Parce qu'il est seul. Regarde le travail que fait Alinguetti. Aujourd'hui, je sais, il y a beaucoup de gens qui continuent encore à s'entêter. Vous voyez, il y a la patrie financière qui est là, mais la délinquance financière ne s'arrête pas. Jules interpelle ceci, envoie des inspecteurs ici et là, mais il y a toujours des problèmes. Donc, c'est l'homme. Merci beaucoup, Maître Ngoma. Nous en parlons dans cette émission, la mobilisation des recettes, record historique battu par la RDC depuis le début de cette année 2022. Et nous en parlons pour ces chiffres. Maître Ngoma, nous l'avons vu autrefois, le ministre Nicolas Kazadi avait intercepté un réseau mafieux qui existait au ministère des Finances, où on avait accordé des exonérations à plus de 1300 sociétés, entreprises qui fonctionnaient en RDC. Et cela pouvait aussi... C'était pas une fraude ou c'était une fraude ou une évasion fiscale. Les gens ont utilisé la loi pour pouvoir voler l'État. C'est une fraude fiscale. C'est une fraude. Fiscale. C'est une fraude. Et c'est punissable, c'est condamnable. Ça occasionne un manque à gagner pour l'État. Oui, ça occasionne un manque à gagner énorme à l'État. Mais maintenant, là, moi, je voudrais savoir, quelle a été l'action poursuivie, la conséquence de l'action poursuivie de M. Nicolas Kazadi? Parce que vous avez bien fait de mettre la main, mais la suite. Parce que ces gens-là, ils ont volé l'argent. Ces réseaux-là ont été entretenus, je ne sais pas moi, ça peut faire même plus de 7 ans. 8 ans même, je vais dire. Oui. Des milliards de dollars comme ça, partis volatilisés, et non. Les gens se sont partagés des pourcentages. Ils se sont tapés des pourcentages ici et là, donc l'enrichissement illicite. Ce qui est punissable et condamnable. Et donc moi, j'aurais voulu voir M. Nicolas Kazadi saisir le PGR Cantassé. Saisir le PGR. Sinon, vous mettez la main sur un réseau de malfrats, mais vous le laissez. Ou soit, vous-même aussi, vous êtes dedans. Vous voyez? Et donc, moi, je demanderai à M. Nicolas Kazadi de saisir le PR, et qu'est-ce que j'ai dit? Le PGR Cantassé. Parce qu'il y a des milliards et des millions de dollars qui, des personnes, des individus comme ça, se sont tapés de l'argent, au détriment même de l'État, au détriment de l'intérêt général. Et ça, moi, je ne peux pas soutenir cela. Je ne peux que le condamner. Mais moi, je serais plus soulagé si je voyais que ces gens ont été déferlés devant les cours des tribunaux. Une autre question que nous avons mise en vedette dans cette émission, pourquoi les niveaux de la population n'arrivent pas à croître malgré les recettes mobilisées par la RDC? C'est la question majeure. La RDC arrive à réaliser plus avec un taux de 113% pour les mois et 77% plus que l'année passée. Pourquoi les niveaux de la population, les sociales, n'arrivent pas à s'accroître? Oui, là maintenant, il y a un problème, c'est-à-dire la politique économique du gouvernement. Le gouvernement a adopté une politique économique de la trésorerie. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire, les recettes générées, nous n'allons pas les dépenser, nous allons les garder. Autrement, dans les termes techniques, nous allons nourrir notre réserve. Et c'est comme ça, vous voyez aujourd'hui, nos amis
du pouvoir s'en félicite. Que voilà, c'est un record depuis 60. Nous avons atteint réserve de 3,5 milliards ou 4 milliards de dollars. Or, cette politique de trésorerie ne paye pas. Vous avez réalisé les recettes, oui, mais avant toute dépense. C'est là où moi je vous parle de l'homme. Aujourd'hui, tous nos régimes ont réalisé, ils sont allés au-delà des assignations. Après de 6 milliards de dollars mobilisés. Mais un gouvernement sérieux devait saisir l'autorité budgétaire. Devait saisir l'autorité budgétaire. Cette fois-là, pour obtenir de la part du Parlement la loi rectificative du budget. C'est au Parlement maintenant de donner la ligne. Mais jusqu'ici, le gouvernement n'a jamais saisi l'autorité budgétaire. Vous voyez? Et donc moi-même, Claude Ngoma, où je suis, je me demande et je m'interroge. Cet argent-là, comment ils utilisent ça? Vous voyez? Et ça, c'est grave. C'est grave pour la gestion d'une nation. C'est grave. Parce que nous travaillons sur base d'un budget. L'exercice 2022, le budget 2022, a été déjà calé. Le dépense, tout. Et d'ailleurs, nous avons un budget qui, essentiellement, c'est un budget qui, à 70 ou 80%, c'est un budget loué au fonctionnement et à la masse salariale. Nous avons un faible pourcentage loué aux investissements et à l'emploi des jeunes et tout ça. Oui, mais maintenant, regardez la conséquence de cette mauvaise politique de trésorerie. Je donne un exemple. C'est comme un père de famille qui touche de l'argent, mais le papa ne veut pas payer la maison, le papa ne veut pas payer la popote pour le manger des enfants, le papa ne veut pas scolariser les enfants, le papa ne veut pas habiller les enfants. Il prend tout son argent, il met en compte en banque fermé, bloqué. Conséquence, les enfants seront affamés, ils ne seront pas en bonne santé, ils ne seront pas à l'école. À l'école, voyez-vous. Et c'est ça la RDC aujourd'hui. C'est ça la RDC aujourd'hui. Or, si nous mettons de côté cette mauvaise politique de trésorerie, l'argent qui rentre, nous saisissons le Parlement qui est l'autorité budgétaire. Il nous donne la ligne éditoriale à suivre. Il y aura quoi? Augmentation des salaires. Les gens seront mieux payés. Nous allons régler le problème de retraite des agents et fonctionnaires de l'État. Du coup, il y aura circulation de l'argent et l'État va avoir, et l'État du coup va commencer à prélever des taxes. Parce que plus il y a circulation, c'est-à-dire il y a consommation. Et quand il y a consommation, les entreprises, les hommes d'affaires, les commerçants vont payer des taxes à l'État. Et l'État est toujours gagnant et toujours bénéficiaire. Mais quand vous prenez l'argent, vous mettez l'argent aux réserves. Attends, mais ça ne produit rien. Conséquence, nous avons aujourd'hui une croissance de 8,5%, mais la population affamée. Mais le régime passé, on avait une croissance à 6,5%. Mais il y avait circulation de l'argent. Il y avait... le social était encore un peu bien par rapport à aujourd'hui. Ah, vous estimez que le régime passé, le social était bien par rapport à... Oui, le régime passé, on mangeait bien, le social était très bien. Et pourquoi on a voulu que ce régime quitte le pouvoir si le social était bien? Non, le régime, même si vous faites très bien, même si vous travaillez bien, mais il y a une période donnée, il y a un target donné par rapport à la Constitution. Donc vous avez fait 5 ans. Après 5 ans, vous devez laisser la place à l'autre. Donc ici, ce qui trahit ces régimes ici, c'est la politique de trésorerie. Toutes les recettes générées, on les met en compte en banque bloqué. Les enfants affamés. Vous ne savez pas payer les gens régulièrement. Vous l'avez dit tout à l'heure qu'il faut sortir de l'argent, augmenter les salaires. Il faut résoudre les problèmes de retraite de fonctionnaires qui sont déjà à l'âge de retraite, ainsi de suite. Mais est-ce que, maître, vous ne voyez pas le danger qu'il y a lorsque on augmente les salaires? Vous augmentez les salaires pendant qu'il y a une faible production, il y a une masse monétaire qui sera en circulation et qu'il y a une faible production. Cela ne pourra pas causer ou occasionner une inflation sur le marché qui va justement
booster ou soit qui va justement donner lié à une augmentation du prix vertigineuse sur le marché? Non, je ne vois pas, et d'ailleurs ce n'est pas ça, parce que là, vous payez les gens. Quand il y a inflation, il y a une masse monétaire qu'on a injectée. C'est là où ça crée l'inflation. Vous voyez? Mais ici, l'argent passe par des canaux normaux. Mais vous payez les gens. Mais maintenant, il y a un problème. Plus vous payez, vous arrangez, vous augmentez le salaire des agents et fonctionnaires de l'État, mais aussi vous devez tenir compte, vous devez mettre en place une très bonne politique monétaire. Vous voyez, c'est là, il y a deux disciplines qui rentrent en ligne de compte. Vous devez mettre en place une très bonne politique monétaire parce que vous devez, comment donc, vous devez maintenir votre monnaie locale vis-à-vis de la devise étrangère. Vous voyez, pour éviter ce que nous appelons l'inflation ou la pression sociale. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vrai, le gouvernement est en train de faire des efforts pour maintenir un peu cette stabilité monétaire vis-à-vis de cette stabilité monétaire de du franc congolais vis-à-vis de devises étrangères. Vous voyez, justement, le gouvernement est en train de s'activer là. Mais il y a un grand problème aussi, mon cher ami, la pression sociale. L'État, s'il a assez de moyens, l'État peut subventionner les produits de première nécessité. On augmente les salaires, mais nous subventionnons le produit de première nécessité, en commençant par l'aspirine. L'aspirine, le sel, tout le produit de première nécessité, biscuits, autres sucres, sel, tout ça là. L'État paie bien, farine, l'État paie bien subventionner, s'il a l'argent. Vous voyez? Et aujourd'hui, posons-nous la question, 4,4 milliards de dollars en réserve, mais ça nous produit quoi? Ça nous produit quoi? Or, quand vous prenez aujourd'hui la balance économique en RDC nous renseigne tout. C'est vrai, les régies financiers sont allés au-delà de leurs assignations. Voyez-vous? Mais des ressources générées, des recettes générées, j'allais dire, des recettes générées, vous amassez plus de 3 ou 4 milliards de francs congolais. Mais de l'autre côté, vous devez importer les produits pétroliers. D'où la balance économique vous met en difficulté. J'ai 10 dollars à gauche, mais je dois manger. Du coup, je n'ai pas droit en réserve. Je ne peux pas épargner. Parce que j'ai faim, je dois manger. Parce que chez moi, je ne produis rien. Je ne produis rien. Je dois gaspiller ces 10 dollars-là. Voilà. Et donc, c'est comme ça que vous voyez tout ce qu'ils font comme prouesse, mais vite, c'est consommé à l'importation. Et alors? C'est ça même le rôle aussi des réserves d'échange. Oui, c'est ça maintenant le rôle des réserves d'échange. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La balance économique est là. Vous devez diminuer les taux des importations en produisant en interne. Oui, c'est le seul moyen. Vous réduisez les taux parce que les importations nous consomment beaucoup de devises. Beaucoup de devises. Mais en interne, nous ne produisons rien. Voyez-vous, ça c'est aussi une grande question. Donc, on mobilise des recettes à gauche, mais à droite, on doit importer. Parce que nous devons vivre. Parce que l'État doit fonctionner. On doit importer. Nous sommes, en Afrique centrale, nous sommes le premier importateur de produits pétroliers. En Afrique centrale. Oui, Dieu aidant, avec les offres de blocs pétroliers, peut-être on pourra maintenant, cette fois-là, diminuer un peu les importations. Et donc voilà. C'était une très belle émission, Maître Ngoma. Vous avez été à la hauteur avec toutes ces explications. Est-ce qu'il y a un dernier mot avant de clôturer? Bon, les derniers mots ne manquent toujours pas. Je vous félicite d'abord. Je vous dis grand merci. Et j'ai senti la pertinence dans vos questionnements et tout ça là. Mais ce que moi, je suis en train de plaider, c'est des réformes au niveau, donc c'est des réformes économiques. Nous devons faire des réformes socio-économiques. Justement, si nous retouchons notre économie, il y aura l'impact sur le social. C'est comme ça, vous voyez toujours, nous disons réformes socio-économiques. Parce que si nous avons de très bonnes finances, une très bonne économie, l'État sera fort et nous serons même respectés dans la sous-région et pourquoi pas dans l'Afrique et le monde en général.
Maître Claude Ngoma, je rappelle que vous êtes licencié en économie et puis cadre de Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzito. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée pour ce soir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Partagez le direct, mettez-y les cœurs et on s'en va là-bas comme ça. Au revoir.